23 mars 2001, Toyota présente sa première F1. Après ses succès en rallye et après avoir frôlé la victoire aux 24 heures du Mans, le constructeur japonais s'attaque au pinacle du sport automobile. Mieux, il ambitionne de devenir l'alter ego de Ferrari en produisant châssis et moteurs. Point de rachat d'écurie, le géant de l'automobile part d'une feuille blanche en montant sa propre usine. La marque dépense sans compter jusqu'à concevoir une F1 prototype qui tournera en essai privé durant une année entière. Toyota souhaite être compétitif dès son premier Grand Prix prévu la saison suivante. Un pari fou que va nous conter en exclusivité Ange Pasquali, le team principal de l'écurie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour On refait la F1. Vous le savez, On refait la F1, c'est tous les lundis après chaque Grand Prix, une émission spéciale cette semaine de On refait la F1 consacrée à l'aventure de Toyota en F1, le pari fou de Toyota en F1 avec un invité spécial cette semaine, Ange Pasquali, qui est l'ancien patron de l'écurie de Toyota en F1. Bonjour Ange. Bonjour Alors, à tous. Ange, tu es le patron de Quadrasport. Qu'est-ce que c'est en quelques mots déjà Quadrasport aujourd'hui? Quadrasport, c'est une société de conseil qui peut conseiller les pilotes au travers de management ou pas, qui peut conseiller une écurie. En fait, j'ai mis mon expérience au service. C'est un peu une boîte de conseil à tiroir où on peut aller piocher tout ce que j'ai pu emmagasiner comme expérience depuis une trentaine d'années. Si on peut résumer ton parcours, tu as commencé par, comme tout bon Corse, par le rallye. On est Par bien le d'accord. rallye en tant que coéquipier en rallye et puis directeur sportif en rallye dans une équipe italienne dont le pilote était le fils de Cesare Fiorio et dans une équipe très implantée aussi qui faisait courir Une de Lancia, l'ancien. je crois, à Ouais, une l'époque. Lancia, c'était l'équipe de Mauro Pregliasco qui était lui aussi pilote. Et puis ensuite, ça a été chez Ford Motorsport, toujours en rallye. Et en 96, j'ai pris un virage, Ça veut dire. voilà, c'est le cas de le dire, vraiment à 360 degrés, puisque du rallye, je suis passé au circuit et j'ai découvert le circuit en rentrant directement par la grande porte, puisque l'épreuve, c'était les 24 heures du Mans, donc qui est l'épreuve par excellence, qui est l'épreuve la plus emblématique au monde en matière de course sur circuit. Et donc, je me suis retrouvé dans ce projet Toyota, projet C'est la GT1. GT1. Ouais. C'était la GT1 qui a Mythique été GT1. mythique GT1, qui aujourd'hui, si on la mettait sur une grille de départ au niveau du design, elle aurait tout On à dirait fait qu'elle sa pourrait encore place. gagner le Mans Ah aujourd'hui. ouais, ça a été Aujourd'hui. un projet quand même incroyable. Et je dois souligner aussi, au-delà de ce projet Toyota, ma collaboration. Donc moi, j'étais directeur sportif, ma collaboration avec le directeur technique André de Cortance, Un autre grand français de la voilà, F1. que je salue et qui a été une aventure tout à fait incroyable. On a Et 1 heure pour en ensuite, parler. voilà. On a Et 1 heure pour ensuite, en ça a parler. été le projet F1. J'ai basculé sur le projet F1 dès 2000, puisque l'arrêt du projet GT1 s'est fait à fin C'est-à-dire que Toyota a fait le 2099. choix de se lancer à fond, son jeu de mots sur la F1, après l'endurance. Tu vas nous raconter tout ça et surtout partir d'une feuille blanche, donc une aventure assez rare en Formule 1 notamment. À tes côtés, Ange, avec comme chroniqueur cette semaine, j'ai la chance d'être entouré de Guillaume Pommier, notre fan absolu d'Alpine, qui est également présent en 24 heures du Mans cette année. Exactement, bonjour à tous et je suis honoré d'être participant à cette émission où on va retracer le Tu as parcours de plein de Toyota. questions à poser à Ange. À tes côtés, un autre Corse comme nous. Il y a beaucoup de Corses au mètre carré dans cette émission. Il y a un grand fan de Lewis Hamilton et qui fera peut-être un jour les 24 heures du Mans. Qui sait? Monsieur Laurent Vantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Alors, c'était pour revenir un petit peu dans l'histoire, tu le disais, tu t'es retrouvé finalement du jour au lendemain à la tête d'un programme. L'originalité du projet de Toyota, c'est qu'il a fallu vraiment partir d'une feuille blanche. Rien n'était prêt à cette époque pour se lancer en F1. C'est vraiment une décision qui est venue d'en haut. Alors, je pense, comme toute décision de cette teneur, je pense que ça a été mûri sur plusieurs années. Probablement que Toyota regardait déjà de sa fenêtre la F1 et une éventuelle, pourquoi pas, arrivée en F1. Entre-temps,
Toyota a eu une histoire très très longue avec les 24 heures du Mans. Donc en rallye, bien sûr, en WRC avec de nombreux succès et avec les 24 heures du Mans. Et que ce projet des 24 heures du Mans, qui est le paroxysme de l'effort humain et technique. Donc, il y a eu ce projet qui était un petit peu en préambule à notre arrivée en F1, mais qui a été un projet vraiment très important, puisqu'on était présent en 98 et en 99 avec 3 voitures. Donc, ça fait beaucoup de monde sur la piste. Et donc là, aujourd'hui, on sait avec quel succès Toyota est présent encore en endurance. Et en fin rallye. 99, Toyota a annoncé son intention d'entrer en F1 en 2002. Donc, on a eu 2 ans de préparation. Donc, oui, feuille blanche, oui, constitution de l'équipe, mais en utilisant l'équipe existante, puisqu'il y avait un vrai savoir-faire déjà chez Toyota. Alors, tu vas nous détailler tout ça dans ce prochain chapitre. On part à partir d'une feuille blanche. Même l'expérience du rallye, tu l'as dit, plus multiple champion du monde des constructeurs chez Toyota. Une petite sentiment d'inachevé peut-être avec la GT1 qui n'a pas gagné les 24 heures. Et alors, déjà, il faut remettre dans la situation, donc nous sommes au début des années 2000. À l'époque, n'importe qui pouvait monter en Formule 1. Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. On l'a vu avec l'écurie américaine, aidez-moi les amis, Andretti. Andretti qui a besoin de l'aval des autres constructeurs. Qu'en était-il à l'époque? Politiquement parlant, comment ça s'est joué, cette arrivée en F1? Toyota, bien sûr, a émis le souhait d'entrer en F1. Alors, quand vous avez un constructeur comme Toyota, qui à l'époque devenait le premier constructeur mondial, je suppose que c'est intéressant pour le sport en général. Et encore une fois, Toyota a émis le souhait d'arriver en F1 avec un passé et un palmarès sportif des plus éloquents, puisque la compétition fait partie de l'ADN chez Toyota. Donc, il y avait eu tous ces succès en rallye. Il y avait eu des succès et vraiment une démonstration de performance aux 24 heures du Mans. Et donc, la F1, qui est le pinacle du sport automobile, C'est la suite logique. devenait une suite logique. Il faut se rappeler que Toyota a toujours été à l'avant-garde de la technologie dans le monde de l'industrie automobile. Donc, après, la meilleure vitrine, c'était la F1. À ce moment-là, Ange, tu es déjà au sein de Toyota. Comment tu observes? Il y a la décision. Alors, tu vas nous dire qui a appuyé sur le bouton et qui est vraiment l'initiateur du fait que Toyota a appuyé sur le bouton. Mais comment tu observais à l'époque? Tu sentais que ça hésitait? Tu poussais pour y aller? Et quel était un petit peu le sentiment en coulisses à l'époque? Le sentiment en coulisses, c'est qu'à partir du moment où la décision avait été mûrement réfléchie et prise au niveau du board au Japon, dans des hautes instances au Japon, l'entité TTE à l'époque, qui est devenue TMG par la suite, dont le président était Ove Anderson, qui, il faut le rappeler, est l'artisan bâtisseur de Toyota Motorsport. Et de tous ses succès en rallye Et notamment. de tous ses succès en rallye. Ancien pilote de rallye aussi. Ancien pilote de rallye. Donc, Ove Anderson était la personne parfaite pour justement amener Toyota en F1, échafauder un plan pour pouvoir rentrer Donc c'est vraiment dignement, mais surtout humblement dans le circus de la F1. c'est Ove Anderson donc, qui tirait les ficelles depuis Cologne en Allemagne, ou c'est Tsutomu Tomita du côté japonais qui était le patron, je dirais, au sein du board de Toyota, de tout ce qui était sport? Disons que Cologne était et est toujours l'entité sportive de Toyota. Donc, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Il y a le constructeur en tant que tel qui est au Japon et l'entité motorsport
avec des entités de développement technique pour le sport aussi au Japon, mais il y a une complète synergie et c'est tout à fait le système de vases communicants. Je veux dire, c'est une seule entreprise, c'est Toyota, Toyota Motorsport, avec l'entité sportive qui est basée à Cologne. Laurent. Mais l'objectif était de malgré tout faire en interne un peu à la Ferrari ou d'être capable d'ouvrir à l'extérieur parce qu'on sait que la culture japonaise, il y a quand même ce côté très un peu fermé, quoi, un peu historiquement. Donc, comment on fait quand on se lance dans un projet aussi nouveau? On sait que la F1, c'est du sport automobile, mais qui est très différent du reste, quoi. Et pourquoi tout vouloir faire en interne, surtout? Alors Déjà, parce que Toyota, du moins à l'époque, pour les compétitions dans lesquelles Toyota était engagée, avait toujours tout fait à l'interne. Et qu'à partir du moment où vous avez, pour reprendre un terme anglais, le know-how, le savoir-faire, en interne, vous avez l'outil, vous avez la machine-outil, vous avez les ingénieurs qui permettent justement de développer. On peut arriver très humblement. Après, vous savez comment ça se passe en motosport. C'est un secret pour personne. Vous faites aussi votre marché sur le marché justement des ingénieurs, des mécanos. Vous allez faire votre marché et vous amener dans l'écurie des gens qui peuvent être aussi des accélérateurs parce qu'ils amènent leur expérience. Mais ça se fait dans l'industrie en général, pas que avec, en F1. avec la volonté, alors, je ne sais pas si c'est une image d'Épinal, de dire que la F1, c'est véritablement la vitrine technologique des constructeurs automobiles. Guillaume, peut-être une question pour... Oui, Ange, on voit aujourd'hui que Audi va entrer en Formule 1 en rachetant une écurie existante avec Sauber. Est-ce que c'était vraiment une option qui a été envisagée par Toyota à l'époque ou est-ce que vous vouliez démarrer d'une feuille blanche avec en tout construisant en fait from scratch? Alors, Châssis, moteur, usine, il fallait tout construire. Hein. alors à l'époque, de ce que je me rappelle, il n'y avait pas d'écurie à vendre, À racheter, ouais. à racheter. Euh, Donc, Oh, si on vous peut voulez, ça, c'est s'arranger. pas, ça, le sujet n'est Question pas de prix, arrivé. Le sujet n'est pas arrivé sur la table. Et Toyota, encore une fois, était tout à fait en mesure de rentrer en F1. Alors, rentrer en F1, ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a entendu des choses complètement délirantes à l'époque sur des budgets illimités. Et ça, c'est quelque chose que. Alors, on lit 2 milliards C'est quelque de chose dollars, que 4 milliards de j'ai toujours dollars. essayé de débattre. C'est un Et c'était sujet en que j'ai essayé 99-2000, hein, donc ouais, avec de débattre l'inflation, avec c'est plusieurs x3 personnes aujourd'hui, c'est ça, Laurent en demandant qu'on m'explique qu'est-ce qu'un budget illimité. Je veux dire, ça veut tout dire et rien dire. Il y avait c'est soit on se donne Les moyens. les moyens de ses ambitions, mais un budget illimité, un budget par essence, c'est forcément limité parce que si c'est illimité, ça part dans tous les sens et généralement, il faut être rationnel dans ce genre de... On va en parler de chiffres, hein, parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Laurent, une question. Ouais, on sait que dans l'univers de la Formule 1, il y a deux pôles, hein. Il y a Maranello, hein, avec Ferrari qui fait tout, et puis il y a ce qu'on appelle la Formula One Valley, donc en Angleterre. Et là, le choix aussi, c'est un choix original qui a été fait de ne pas s'installer en Angleterre. Mais à Cologne, en Allemagne. Vous aviez déjà à l'époque Sauber qui n'était pas en Angleterre. Ouais, bah, ils n'ont jamais gagné de championnat aussi. Hein. D'accord, mais c'est pas incompatible. Ouais. Et tu viens de le mentionner très justement. Ferrari a gagné des championnats, a écrit l'histoire de la F1. Oui, mais c'est un cas un peu à part, quoi. Mais il a fallu du temps aussi quand même pour ça. Oui, il a fallu du temps, mais un cas à part, à partir du moment où ça existe, c'est pas forcément isolé ad vitam aeternam. Alors, il y a aussi une raison, tu le disais en tout à l'heure, c'est que Ove Anderson avait déjà son usine à Cologne. Exactement, c'est son pour usine ça de que rallye. Hein, il y avait il déjà une base il y avait existante. une base, une structure, il y avait un socle, mais un socle très important, mais qui existait depuis 25 ans. Production Et donc, de moteurs, production de châssis. Il y avait déjà une soufflerie à non, l'époque. la soufflerie est arrivée après. Mais après, il faut aussi se dire que il est difficile, quand bien même Toyota aurait décidé de s'installer en Angleterre, je veux dire, il est difficile de délocaliser, voire de déraciner des personnes qui étaient là depuis 20 ans pour aller faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a
Milton Keynes, c'est le... Ouais. Oui, oui, Voilà. Red Bull aujourd'hui. Donc, ça, on comprend tout à fait, mais à partir du moment où on était capable de produire en interne, je veux dire, Cologne était déjà une entité très ancrée et il n'y avait pas de raison particulière. Alors, moi, j'ai eu la chance, nous étions tout jeunes, mon cher Oui, Ange, parce que toi, tu es tellement l'un des teams principaux les plus jeunes de la grille, mais tu vas nous à raconter l'époque. comment tu étais jeté dans le grand bain. Tu avais quoi, 30, 32, 33 ans? Ouais, j'avais 34 ans. 34 ans. Et moi, j'ai eu la chance à l'époque, jeune débutant journaliste, à visiter cette usine à Cologne Toyota et le fait de passer des bons moteurs au châssis à la soufflerie. Mais La c'était un truc soufflerie, de c'était... dingue, la soufflerie, qui est encore une référence aujourd'hui. Là, hein, Qui est encore une référence, bien sûr. absolue. Guillaume, tu voulais dire peut-être quelque chose? Oui, pour peut-être finir l'entrée dans la Formule 1, est-ce que les énormes succès de Honda quelques années auparavant, alors pas en tant que constructeur, mais en tant que L'icône motoriste, japonaise, hein. voilà, a joué aussi un rôle dans la volonté de Toyota de faire plus dans le sport auto? Alors, sans me substituer au top management japonais, je veux dire, ce serait un sentiment tout à fait logique. Mm. Je veux dire, quand on voit en Allemagne la guerre sportive que mènent Audi, Porsche, Mercedes. voilà, Et- Mercedes. Ouais. Donc, c'est tout à fait, ça me semble une suite tout à fait logique, comme ça l'a été en rallye avec Mitsubishi, avec Toyota. Donc, oui, probablement qu'il était important de montrer aussi, Marché. voilà, puisque faut pas oublier qu'on fait ce sport-là qui est une passion, qui passionne des centaines de millions de gens et de téléspectateurs chaque week-end de course. Mais le but final, c'est de vendre des voitures à Monsieur Tout le Monde. Et la F1 était la meilleure vitrine et l'est toujours pour étaler justement sa technologie, son savoir-faire et ses performances. Sachant que Honda avait fait un choix beaucoup plus, entre guillemets, modéré. On se souvient des années victorieuses avec McLaren, d'être juste motoriste. Ils ont opéré quasiment en même temps que Toyota le virage de devenir une écurie en montant de plus en plus en importance dans Bar, qui va devenir Honda, et puis qui viendra plus loin, Braun Grand Prix. Aujourd'hui, Mercedes, comme quoi c'est Comme voilà. quoi, C'est voilà. un éternel recommencement. Donc, une écurie qui est née d'une feuille blanche. On a modernisé l'usine qui a servi à la GT1 et on a imaginé les investissements colossaux qu'il a fallu faire, ne fût-ce que pour la soufflerie et puis la construction du moteur. Et puis, il a fallu aussi, choix original, faire des essais pendant un an. Le choix, alors là, quand j'ai lu ça, je me souviens à l'époque, le choix de Toyota à l'époque est de dire on ne va pas courir la première année, on va tourner en essai pendant un an. Pourquoi? Il y aura donc la première saison à blanc, essai privé. Pourquoi ce choix? Et pour se préparer, bien sûr. Et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on n'avait pas le système de simulation développé et au niveau où c'est arrivé aujourd'hui. Donc, il était important, puisqu'on partait d'une feuille blanche, de mettre une voiture en piste, d'engranger des kilomètres pendant Il y a pas de un limite an. d'essai à Alors, l'époque. c'est vrai que le choix s'est porté sur le circuit Paul Ricard au début, pour des raisons aussi de conditions climatiques, parce que c'est vrai que vu l'ensoleillement, le nombre de jours d'ensoleillement par an dans le sud de la France, c'était important aussi de pouvoir tester à n'importe quel moment avec des installations sur place, ce qui permettait de rester plusieurs jours sur place et de pouvoir laisser et déposer du matériel sur place. Donc vous avez loué pendant un an, écoutez bien, rien que pour vous, hein, ils avaient privatisé le circuit de Castellet pour tourner pendant un an, pour simuler des courses pendant un an. Et l'ambition à l'époque, du moins c'était celle qui était affichée en devanture du dossier de presse, c'était de dire on veut gagner dès la première année. C'était vraiment l'ambition. Alors, je vais faire une petite précision. On n'avait pas loué le circuit ou privatisé le circuit pendant un an. Nous avions des installations sur le circuit Paul Ricard, propres à Toyota, lesquelles installations avaient une sortie propre pour aller sur la Notez piste. la Donc, nuance. on avait notre mini pit lane, on va Ouais. dire, sur le circuit, et on avait un nombre
2 jours exclusifs par an, mais on n'avait pas le circuit privatisé sur les 365 jours. D'accord. Petite nuance. 11 millions c'est là où il y a. Ouais, ils avaient versé. Alors, il y a une caution qui est versée à la FIA, c'est ça, quand on s'inscrit en Formule 1, et vous deviez participer dès 2000. Finalement, on a retardé un peu plus tard. Alors, 2000, il n'a jamais été 2001. question au départ de participer dès 2000, pour la simple raison qu'on sortait du projet GT1. Dernière course, les 1000 km de Fuji en novembre 99, donc il aurait été impossible d'être présent en 2000, mais Même en impossible aussi d'être présent en 2001, parce qu'encore une fois, une équipe, ça se construit, et que bien que Toyota ait annoncé, et là je fais une autre petite précision, Olivier, il n'y a jamais eu Vas-y. d'annonce et surtout d'ambition, D'être champion. avec des ambitions de victoire dès l'entrée en Formule 1. C'était tout à fait le contraire, puisque le mot d'ordre, c'était l'humilité, mais qui fait partie aussi de l'ADN de Toyota. Il y a une culture On peut japonaise être, aussi. voilà, de la culture japonaise, mais de la culture de gens sérieux qui peuvent être des compétiteurs. Alors, on le sait, en F1, avec tout le respect que j'ai pour Pierre de Coubertin, l'important, c'est pas toujours que de participer. C'est clair. C'est une compétition qui est très âpre, et on ne pouvait pas décemment rentrer dans une compétition telle que la F1 avec l'objectif de gagner dès notre entrée en F1. Ça n'a d'ailleurs jamais été l'objectif. Donc la caution de 11 millions de dollars qui a été versée dès 2001, c'était prévu. C'était pas parce que vous n'avez pas pu participer en 2001, parce que c'est écrit à droite et à gauche que en fait, vous aviez tellement préparé le circuit que vous avez commencé à travailler l'écurie déjà sur un moteur V12, qui était quand même le pinacle du moteur à l'époque avec Ferrari, et qu'entre-temps, la réglementation a changé, on est passé au V10, donc il a fallu gagner une année. C'est de l'info, c'est de l'intox? Alors, c'est plutôt de l'intox, parce que, bon, sur les histoires de caution, sincèrement, vous avez un chiffre. Bah, Vous avez des sources qui sont peut-être plus importantes. non, mais Enfin, je sais c'est pas, un c'est peu ce qu'on comme lit aujourd'hui. voilà, c'est un peu comme quand Paye. vous achetez un appartement sur plan, quoi. Vous versez un acompte, quoi. Donc, quand c'est tout à fait normal dans ce genre d'entreprise, vous annoncez votre arrivée. Donc, si vous annoncez votre arrivée, ça veut dire que vous occupez déjà virtuellement un espace. Donc, Donc, on se doit de- on se doit d'apporter des garanties, mais ce qui est tout à fait, je veux dire, logique. Après, c'est vrai que Toyota est un constructeur, et je le répète, qui à l'époque était en passe de devenir le premier constructeur mondial. Je veux dire, quand on prend une telle décision, un, on se donne les moyens de ses ambitions, et deux, on fait généralement pas d'annonces farfelues pour ne pas après entrer Surtout en qu'il y a F1. quelques snipers dans cette catégorie. Guillaume Laurent, peut-être une question. Vous n'êtes pas allé chercher des talents de la F1 existants, des Ross Brown, des Adrian Newey, Déjà sur le marché. Hein, qui étaient déjà disponibles. Vous avez une approche, là aussi, une approche originale. Alors, l'approche originale, avec maintenant un recul recul, de 25 ans, quand vous rentrez dans une compétition telle que la F1, qui est un monde vraiment à part, on le dit, on le répète chaque fois, c'est le pinacle du motorsport. Il y a ce que vous mettez en place et le message que vous véhiculez. Et donc, quel intérêt aurait eu Toyota à l'époque de rentrer en F1, où déjà ça spéculait sur des sommes astronomiques qui étaient complètement farfelues? Imaginez Adrian Newey, Ross Brown, je veux dire, quel message on aurait pu envoyer à l'époque? Je veux dire, le mot d'ordre, c'était l'humilité, c'était surtout les concepts japonais bien connus, le Kaizen, le Genshi Genbutsu, et on construit, on fait les fondations, et surtout, on n'achète pas les meubles avant d'avoir construit la maison. Ok. Guillaume, Oui, vous parliez des tests, une année de tests. On gagne combien de temps sur un tour entre le premier tour de roulage et le dernier juste avant d'entrer dans la compétition? Alors, c'est très
Alors, c'est variable pour la simple raison qu'au fur et à mesure des tests, vous améliorez la voiture, il y a de nouvelles pièces qui arrivent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le premier test qu'on avait fait, un des premiers tests qu'on a fait à Spa, c'était pas du tout ridicule pour être un premier test et l'objectif n'était pas du tout de regarder le temps autour. C'est-à-dire que, alors en amont, on avait déjà testé des systèmes hydrauliques sur la GT1. On allait sur les circuits F1 avec la GT1, on Ouais. testait certains systèmes pour la F1. Mais la première voiture qui avait été dessinée et créée par André de Cortance était une voiture laboratoire et il était prévu qu'arrive en course une nouvelle voiture. Mais elle était loin d'être ridicule. Vous parliez d'André de Cortance. Tu parlais d'André de Cortance, ce sera le père de la première F1 de Toyota, du moins le prototype. Tu peux nous parler un petit peu pour les plus jeunes de notre audience qui était André de Cortance, qui est vraiment un directeur technique mythique de la Formule 1 en France. Alors, André de Cortance a été un des piliers, des artisans des victoires de Peugeot au Mans, parce qu'il était déjà à l'époque. Il était en rallye à l'époque de la Turbo 16 205, aussi, il y a un la 905 après. la 905 après, Sauber en F1, C'était André de Cortance. ensuite Toyota GT1. L'histoire a montré où c'est passé vraiment très près 2 fois. C'est toujours douloureux pour moi de parler du Mans, puisqu'on a failli gagner 2 fois. La première année, il manquait, je crois, 1h20 et la deuxième année, 38 minutes. Donc, c'est toujours très compliqué. Comme quoi, cette voiture avait, si on peut appeler ça comme ça, un mauvais karma, parce que c'était une voiture totalement révolutionnaire qui a été copié Ouais, sans c'est ça. que ce soit accusatoire, mais qui a été vraiment Elle a été beaucoup de l'inspiration, gens, elle a été l'inspiration de beaucoup de générations de de générations de voitures. générations futures. Et ensuite, voilà, la F1, André de Cortance, je vais faire une petite aparté, une petite parenthèse hors F1. Alors, pour les adeptes de moto, le monobras Ok. arrière sur une moto, Très utilisé par BM, par exemple. c'est André Ouais, de comme ça, ce Cortance. sera mieux. Je veux dire, le concepteur de D'accord. ça, Le bras qu'on a l'inventeur aujourd'hui à l'arrière, il n'y a voilà, plus les l'inventeur ressorts. de ça, voilà, d'habitude, alors moi je suis pas motard, mais je m'intéresse quand même à la moto. La tradition, c'était 2 bras. Le monobras, la Moto Elf, à l'époque, c'était André de Cortance. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement créatif. C'était quelqu'un qui était constamment dans une recherche excessive de performance, qui est tout à son honneur. C'était quelqu'un qui souffrait énormément quand on perdait un dixième au tour, quoi. Et quelle était la piste, la philosophie de cette voiture laboratoire qui conduira au premier modèle qui sera en piste officiellement, on va en parler dans un instant dans le prochain chapitre, au Grand Prix d'Australie de l'année suivante. Quel était un petit peu alors on sait que d'une année, il y avait toujours un petit astuce technique qui faisait que le but diffuseur chez Braun ou j'en passe. Et est-ce qu'il y avait une recherche d'une formule magique où l'idée c'était de dire mais il faut qu'on prenne le temps d'apprendre Alors, et d'optimiser? la formule magique, autant que je puisse me rappeler, depuis que je suis dans ce milieu, depuis plus de 30 ans, je ne pense pas qu'il existe une formule magique. Parce que ça serait la recherche d'un Graal qui, à mon avis, n'existe pas. Et donc, c'est le travail. C'est bien sûr, les ingénieurs sont en constante recherche de quelque chose. Parce que vous avez un socle, c'est le règlement technique. Et de ce règlement technique, le règlement technique, c'est pour la conception de la voiture, l'exploitation ensuite. Et le règlement sportif, c'est pour les compétitions. Donc, forcément, quand vous êtes un ingénieur, comme les André de Cortance, et ça, c'est d'abord, vous vous imprégnez du règlement technique pour essayer d'en extraire tous les paramètres et toutes les aspérités que ça peut avoir pour pouvoir produire une voiture qui soit à la limite de ce que vous permet le règlement technique. Et d'où la difficulté de partir d'une feuille blanche, parce que vous faites un concept, vous le déclinez en piste, et puis vous le développez, et puis en même temps, il faut l'optimiser, sans savoir à quoi s'exposer tant qu'on n'est pas en course
la première fois. Ange, tu t'es fixé quel cap? On reviendra sur André de Cortens puisqu'il va quitter assez rapidement l'aventure, Toyota. Tu t'es fixé un cap de raisonnablement de combien d'années pour atteindre un objectif sérieux? Peut-être pas de victoire, mais en tout cas de briller Ben, en Formule 1? à l'époque, nos discussions en interne, on parlait d'un projet pour pouvoir commencer à penser sérieusement à être un vainqueur potentiel. On ne peut pas décemment penser à quelque chose en deçà de 5 ans, pour être réaliste. Alors, il s'est C'est ce qu'on trouvé a que entendu chez Renault il n'y a pas si voilà, longtemps avec, Alpine, ce hein? qui, on peut pas. Ensuite, c'est jamais scientifique. On l'a vu Alors, il également se chez trouve qu'on a Alpine. marqué des points, parce qu'il faut se rappeler que lors de notre entrée en F1, les points, c'était jusqu'à la 6e place. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, C'était c'est beaucoup 10 plus places. compliqué. 10, Donc, 10, 8, voilà. À 6, 5, l'époque, 4, 2. marquer des points, déjà était une victoire. Mm. Donc, nous, je ne vous cache pas qu'avec un travail assidu et en ne lâchant rien, c'était le fait d'avoir marqué un point. Dès le premier Grand Prix. dès le N'allons premier Grand pas trop Prix. vite, Ange, hein. Voilà. On va pas anticiper ça. C'était déjà, mais les victoires, on ne parlait pas en termes de victoire, on parlait en termes de progression. C'est-à-dire progresser, qui est le fameux On Kaizen. était à une époque où Ferrari prenait beaucoup de victoires aussi, hein. Ouais, Voilà. ouais, Une c'est saison. clair. Et McLaren C'était, également. ça aurait été utopique de toute façon et pas sérieux de penser à pouvoir gagner d'entrée. Laurent, Ouais. En mai 2001, Toyota a remplacé De Cortens par Gustav Brunner. Quel impact, pourquoi vous êtes propulsé alors, en première ligne à ce Là, moment-là. alors, c'est vrai que ça a été un moment même douloureux, et là je peux en parler avec le recul. On avait une très très bonne connexion. André était quelqu'un d'extrêmement impliqué, puis des fois dans ces entités-là, ben forcément ça arrive. Moi j'ai connu ce sort un petit peu plus tard, 8 ans plus tard. Donc j'ai presque envie de dire, ça fait partie du jeu. Je dirais jamais, c'est normal. Hmm. Ça fait partie du jeu. Il arrive à un moment donné où il y a des divergences dans une équipe. C'est la décision qui a été prise par le top management de l'époque. Ça a été un petit peu brutal. C'est vrai. Après, Gustav Brunner est arrivé. Énorme expérience en F1. C'est quelqu'un avec qui on a eu une très très bonne Lionel collaboration. Minardi, hein, c'est ça. Voilà, il arrivait de chez Minardi, une très très bonne collaboration avec Gustave. Je dois dire que ça a été regrettable, mais ça n'enlève rien au fait que c'est André de Cortens, techniquement, qui a mis Toyota sur les qui a rails. accouché la voiture. Donc, qui a accouché la voiture et qui, sincèrement, oui, a quitté Toyota, mais a quitté Toyota la tête haute. Oui, mais avant même le début de la saison, donc ce qui marquait déjà peut-être une certaine pression qui commençait à monter en interne, et au-delà, une relative impatience peut-être de la maison mère en disant on va se donner Alors- toutes les chances. Alors, impatience, je ne pense pas, dans la mesure où, tant que vous n'avez pas commencé en compétition, c'était difficile Ouais. de pouvoir être impatient sur un objectif Sans qu'on ne résultat, pouvait pas atteindre bien sûr. sans qu'il y ait de participation. Donc, c'est des... Alors, des fois, en course, il se passe des choses et on dit c'est des faits de course. Et là, j'ai envie de dire c'est des faits de management. Ouais. Ça Des arrive. divergences stratégiques ou Ça humaines? peut. Oui, à l'époque, il y a eu peut-être des divergences stratégiques. Voilà, avec notre président à qui j'ai toujours voué, et même maintenant, paix à son âme, il n'est plus là, Vanderson, et et je voue toujours une admiration incroyable. Bon, il y a eu des divergences. À un moment donné, il a tranché dans le vif, pour reprendre une C'est un terme expression. d'actualité. Voilà, De c'est un Bruno terme Pama. très à la mode. Et il a pris cette décision-là, probablement pas de gaieté de cœur. Et on ne prend jamais une décision comme ça tout seul. Donc, il y a eu à un moment donné probablement des divergences qui ont conduit le top management à faire ce choix-là. Voilà. Qui, je l'avais dit à l'époque, qui m'a attristé et qui, je pense, avec du recul, même si Gustav Brunner a fait du très très bon travail, mais
le futur aussi. L'histoire nous a montré que malheureusement, Gustav Brunner a subi le même sort, mais ça fait partie. Lorsqu'on est à ces postes-là, on est forcément un fusible potentiel. Sauf si on travaille pour Red Bull, bien sûr. Mon cher Guillaume, une question. Oui, bah, peut-être maintenant dans le choix des pilotes, puisque vous avez pris 2 pilotes qui n'étaient pas super expérimentés en Formule 1. Il y avait Mika Salo qui avait déjà fait un beau bail chez Ferrari en remplacement de Oui. Schumacher, 99. Mika Salo avait déjà montré Ouais. une grosse expérience en C'est pour F1. le deuxième qui était Ouais. Voilà, Et- il et arrivait, McNish qui il vient arrivait de- de chez Ferrari. Alan McNish, un pilote maison, Alan. alors, Alan McNish était un de nos pilotes développeurs. Donc, on l'a pris. Il était pilote d'essai. Et à un moment donné, en fin d'année 2001, il a été décidé de continuer avec Alan McNish et donc de le faire participer à l'entrée de Toyota en F1. Alors, Alan McNish arrivait avec un énorme bagage. Il n'avait pas Super metteur au point. super metteur au point. Il n'avait pas d'expérience en F1, mais enfin, il avait l'expérience de son année d'essai. Et je dois dire que ça s'est très, très bien passé avec Alan. Ça collait aussi avec nos ambitions d'humilité, surtout, et de rentrer en F1 pour comprendre la F1. Apprendre, comprendre et ensuite monter en gamme. Voilà, Alan McNish a connu un accident Au Japon. spectaculaire au Japon. Ensuite, on a eu l'arrivée d'Olivier Panis, qui avait fait une super saison Chez chez Honda. BAR. Mm. Donc, Les chippés Panis chez voilà. Honda, tout un symbole. et donc, je me rappelle d'ailleurs d'un Grand Prix chez Honda qu'il avait fait à Budapest, où il avait fait une remontada incroyable. Donc, ça a été des choix. Ensuite, les pilotes, ça va aussi avec une stratégie et des opportunités aussi. Mais ça correspondait bien à l'époque, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer à l'époque également, Alan McNish. C'était vraiment dans la philosophie que tu souhaitais mettre en place à l'époque, de quelqu'un de très accessible, de très simple, un super metteur en point, et puis de très talentueux, parce lui Et va, c'était un pilote très rapide aussi. il va gagner les 24 heures du Mans. Question peut-être, Laurent. Vous aviez, là on a les noms, on a le résultat, mais est-ce que vous avez essayé d'avoir d'autres pilotes, Des grands noms. des grands Allez. noms? Est-ce que dans la négo, parce qu'on sait ce que vous avez eu, mais est-ce qu'on ne sait pas ce que vous avez essayé d'avoir? Alors, sincèrement, et sans langue de bois, non. On nous avait prêté des intentions sur certains pilotes. Et sincèrement, ces intentions, ces allégations n'étaient pas fondées justement parce que, Alors, on parlait de qui à l'époque? Parlons un chat. à une époque, on nous avait prêté un intéressement sur Jean Alési, qui était vraiment, qui est le pilote talentueux que l'on sait, qui avait gagné un Grand Prix. Mais c'était vraiment, sincèrement, trop tôt pour Toyota d'arriver avec des noms confirmés. Sincèrement, alors, Mika Salo, il s'inscrivait bien dans la philosophie de ce que l'on voulait mettre en place. Et à l'époque, on avait déjà aussi, dans nos discussions internes, cette idée de créer notre propre pépinière de pilotes. Parce que vous avez une écurie qui entre en F1. Vous avez un team qui entre en F1. Si vous prenez un pilote superstar, ça peut être très compliqué. Parce que, encore une fois, et ce n'est pas une critique, c'est une constatation qui est même un compliment. Un pilote, par essence, c'est pas patient. Donc même un pilote, vous prenez un pilote superstar qui vous dit non mais moi je suis d'accord, on va développer ensemble et tout. Ça c'est dans les discussions voilà, à l'usine. Et puis quand on est sur la piste, c'est différent. Donc si on n'est pas capable justement de pouvoir mettre à disposition d'un pilote tous les ingrédients pour qu'il puisse exceller dans son art, ça aurait été quelque part se tirer une balle dans le pied. Est-ce qu'il n'y a pas un regret de pilote que vous n'avez pas attiré Alors, jusqu'à ma période à moi, sincèrement, non, puisqu'on a eu des pilotes qui ont performé. Il faut quand même se rappeler que Cristiano D'Amata, à Silverstone, fait 20 tours ou 22 tours en tête devant... Champion kart aux États-Unis. Voilà, devant McLaren, qui à l'époque trustait toutes les victoires. Donc, sincèrement, non. Après, probablement, il y aurait eu
une évolution. Donc, il y a eu Ralf Schumacher Mm. qui est arrivé au moment de mon départ. Donc, après, il y a eu un changement radical sur les pilotes. Mais bon, Timo ça, Glock. voilà, Timo Glock, Kamui Kobayashi. Si vous Alors, voulez, le futur de la filière Toyota de mon époque, c'était qui a surtout, explosé en voilà, remplaçant Glock qui s'était voilà, blessé justement. voilà. Alors, ça, c'est une des. S'il y a il y a plusieurs, je dirais, empreintes indélébiles qu'a laissé Toyota et ton passage en Formule 1. Ça, c'en est une, cette idée de filière, de développer pas seulement des talents japonais, hein, des talents Des talents, tout court, oui. pour les faire émerger en F1. Ça a été mis dès ton arrivée, Oui. enfin, du C'est un moins dès la projet création que de j'ai l'écurie. porté dès le début et qui a été accepté par le board au Japon. Et Anderson, Ove Anderson voyait ça d'un très bon œil. Moi, tout de suite, je leur ai dit, il faut qu'on puisse, oui, s'auto-suffire. C'est-à-dire, on va créer une académie et quand on prendra quelqu'un sous contrat, on lui donnera toutes les conditions. C'est-à-dire que les pilotes qui arrivaient chez nous étaient mis dans un endroit où il y avait un team, ça pouvait être un team de Formule Renault, Formule 3, ensuite un coach sportif qui s'occupait d'eux, des trainings réguliers, des séances d'essai qui s'apparentaient à des mini week-ends de course où on pouvait les évaluer, voir leur façon de réagir. Et il y a eu une fameuse sélection dans le nord du Japon, sur l'île de Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, non, de Sapporo, pardon, et la ville c'est Hokkaido, où on avait sélectionné à cette époque Kobayashi. Donc, Kobayashi, c'est vraiment un produit que je peux revendiquer, puisque Maison. un produit maison, puisque je me rappelle de sa sélection, la première fois qu'on l'a vu, il avait 15 ans, sur une monoplace. Il s'était fait mal à un pied avant d'arriver à la sélection. Il boitait un petit peu et il avait un bandage. Alors, ce n'était pas un plâtre, mais enfin, il était pas très en forme au niveau motricité, on va dire. Et puis, je me rappelle de quelqu'un tout de suite, très, très vif. L'œil, vraiment l'œil du tigre, pour le coup. Et je me rappelle du dernier virage du circuit sur lequel on était, où il est sorti de ce virage en maîtrise totale, avec de la vitesse, la voiture qui a embarqué, enfin un contrôle du véhicule, quelque chose de naturel, mais qui sortait du lot. Et donc, on a creusé un petit peu plus. Et puis, il y avait eu une grosse sélection qui avait été faite au circuit Paul Ricard, où il a été sélectionné, bien sûr. Et après, bon, l'histoire, ce qu'il a fait en Formule Renault, Formule 3, voilà, GP2, et puis il est arrivé Chez en Toyota et F1. puis après chez Sauber, hein, c'est ça? Voilà. Et donc, non, il avait été chez Caterham à un moment Caterham? donné. Oui. Ouais, ouais. Alors, pour rebondir sur l'idée de Laurent, effectivement, il n'y avait pas de volonté, Ange, d'aller chercher un Schumacher ou un Mika Häkkinen à l'époque. Mais est-ce que le téléphone portable de grand nom de la Formule 1 a sonné à ce moment-là? Mais forcément, c'est Toyota, c'est un constructeur Alors, on veut en des noms, F1, hein. et il y a des gens qui s'y intéressent, mais par manager interposé. Donc, moi, je peux dire maintenant, il y a prescription qu'au Grand Prix de Monaco, à l'abri des regards, j'ai rencontré Fisichella, on rencontrait beaucoup de monde Ouais. à l'époque, mais c'était des discussions, parce que forcément, les managers faisant bien leur boulot, on se connaît, c'est un microcosme, hein, le sport automobile. Donc, forcément, le téléphone sonnait souvent. Il y avait des managers qui venaient à Cologne, même avec des jeunes pilotes, nous proposer des pilotes qui n'étaient pas forcément dans notre filière. Donc, oui, on discutait avec beaucoup de monde. Vous avez mentionné Häkkinen, Schumacher. Je pense qu'il n'aurait pas été sérieux de notre part de pouvoir prétendre à recevoir des pilotes de ce calibre sur un projet qui démarrait, quoi. Donc, sincèrement, ça n'aurait pas été sérieux. Forcément, ça aurait été fabuleux de pouvoir collaborer avec des gens comme ça, mais bon, il faut, à l'époque, il fallait garder les pieds sur terre. En tout cas, vous aviez carte blanche, on va parler d'argent. Ange,
tu le disais en préambule, on a attribué des sommes folles à cette époque à Toyota pour arriver en F1. Tu as vraiment eu carte blanche à l'époque et tu n'as pas du tout été bridé dans la nécessité de monter une usine du feuille blanche, de monter une soufflerie, de monter un département moteur, d'aller recruter tout azimut jusqu'à louer le circuit du Castellet. Et même plus tard, vous allez même racheter, je crois, un circuit au Japon, je crois même. Je ne me trompe pas. Alors, l'idée de carte blanche, ça peut être un peu galvaudé ou associé à des budgets colossaux. Comme je disais tout à l'heure, on nous a prêté des sommes complètement farfelues. Je veux dire, avoir carte blanche, c'est se donner les moyens de mettre en place une équipe qui peut sérieusement arriver dans une discipline comme la F1 et faire du travail sérieux et professionnel. Donc ça, c'est carte blanche, c'est oui, le Japon a dit à Cologne, donc à TMG, voilà, ça c'est votre projet. Maintenant, il faut mettre les choses en place. Alors forcément, ça passe par du recrutement, ça passe par de l'extension de bâtiments, l'achat de machines-outils supplémentaires, l'agrandissement du département moteur, l'agrandissement du département composite, plus de mécanos, puisqu'à l'époque, il y avait une entité équipe d'essai indépendante de l'équipe de course. En plus. Voilà, donc, mais pas que pour Toyota, pour toutes les équipes, c'était Grosso comme ça. modo, les équipes de pointe à l'époque, c'était entre 200, on parlait de 220 millions d'euros de dollars à l'époque, hein, donc en début des années 2000 pour Ferrari, autant pour McLaren. Donc on a annoncé 400 millions de dollars pour Ferrari, pour Toyota, pardon, le prêt du double, mais vous deviez monter une usine, une soufflerie, un an d'essai à blanc, donc c'est pas des chiffres qui semblent idiots, 400 millions de dollars Alors, sur 2 saisons finalement. 400 millions de dollars, je ne pense pas que le chiffre soit proche de la vérité, parce que c'est... vous avez parlé de Ferrari, 220 millions de dollars, et pour que ça claque à l'époque, c'est sûr qu'on a doublé le chiffre, Ouais. mais il Sachant faut qu'il y avait bien... déjà le salaire voilà. de Michael Schumacher. Voilà, déjà à il l'intérieur. faut bien scinder les choses et la construction de tout ce qui est bâtiment et la mise en place de toute la partie, je vais dire, matérielle et logistique doit être séparée du budget d'exploitation. C'est sûr que la F1 coûtait déjà à l'époque beaucoup d'argent. Beaucoup Et, plus qu'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. à l'époque, il y avait, comme je C'est vous quoi le disais, budget cap aujourd'hui? les- 125 millions, c'est ça? Je paye 150 millions? 50. 150. c'est 150. ouais. Moins, Il a baissé là, je crois, cette année. ça a baissé Il cette était à année. ouais. 140, il Ouais. est passé à 120 ou 115. 125? Ouais. Voilà. Il n'y avait pas de budget de cap à l'époque, mais le budget de cap, on se le fixe soi-même. Donc, c'est bien connu. C'est pas, on ne travaille pas avec un robinet à flux continu. Donc, le budget de cap est obligé d'être établi en interne. Disons que Toyota s'est donné les moyens de ses ambitions, parce que pour pouvoir, encore une fois, entrer en F1 et construire son projet sur des bases solides, eh ben, il faut que les fondations soient solides. Et pour qu'elles soient solides, il faut mettre les moyens qu'il faut de départ. Parce que mettre les moyens, c'est pas synonyme forcément de gaspiller de l'argent. Et souvent, on associe Oui, j'entends. le montant d'un budget à ce fantasme de gaspiller de l'argent. J'entends bien. C'est pas tout à fait la même Mais on chose. n'aura pas de chiffres, j'ai bien compris. En tout cas, une Toyota a apporté beaucoup à la F1 et une des choses sur lesquelles vous avez pris conscience, et c'est vraiment, vous en êtes vraiment l'artisan, c'est l'importance, on l'a vu encore lors du Grand Prix de Canada il y a la semaine dernière, de l'importance des prévisions météo. Ça, c'est une chose vraiment que vous avez instaurée en arrivant chez Toyota et qui a été généralisée plus tard à la Formule 1, l'importance des prévisions météo. Tout à fait. En racing, donc pour les courses en circuit et donc en F1, mais on l'avait déjà fait au préalable au Mans avec la GT1, ben, la météo, de toute façon, la météo est un paramètre
Il n'y avait pas de prévision incontournable. auparavant sur les Grands Oui, Prix. il y avait des prévisions, mais les prévisions que vous pouvez avoir localement, Il n'y avait il pas de faut, Il se radar. pourrait qu'il faut- pleuve demain. non, non, Ouais, mais il n'y mais avait pas de radar comme aujourd'hui, c'est il ça. faut se remettre dans le contexte Ouais. de l'époque où on n'avait pas les moyens de communication que l'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. C'était déjà un peu plus, on va dire, entre guillemets, rudimentaire. Donc, quand on est arrivé dans le projet GT1, un de mes premiers projets, je vais dire, isolés était qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, dans notre stratégie de course, au départ, avoir l'information météo qui nous permette, qui nous aide à Plus prendre des fiable. décisions et une information plus fiable. Il est vrai qu'à l'époque, j'avais observé, alors je ne suis pas un- un champion de tennis, mais bon, je regarde les grands événements comme tout le monde à la télé. Et à l'époque, j'avais vu qu'à Roland-Garros, il y avait un système de prévision qui était suffisamment précis pour pouvoir bâcher les cours au moment où il allait Voire pleuvoir, même avant. Des fois, le voire public même avant. sifflait et disait mais pourquoi vous Donc, bâchez, il pleut pas? Et puis Donc, 2 minutes après, il se mettait à je m'étais pleuvoir. dit, là, faut creuser tout de suite. Et j'ai investigué tout de suite et j'ai lancé un projet que j'ai pu, au départ, verrouiller tout de suite pour Toyota, donc où on avait en exclusivité ce système de prévision météo qui était très précis et que j'ai étendu ensuite, que j'ai amené en F1, forcément, pour toute la période où je suis resté chez Toyota en F1. Et la météo, c'était vraiment le paramètre, un des paramètres cruciaux, puisque, comme tout le monde, quand je regardais la F1 à la télé à l'époque, ou les 24 heures du Mans, on voyait des rebondissements, des fois pendant la course, par rapport à des conditions météo. Donc, c'était, oui, un des projets qui me tenait à cœur et que j'ai porté depuis cette époque-ci. Les premières simulations, ça a aussi commencé à cette période-là, durant cette année d'essai, avant qu'on passe dans un instant à l'arrivée en piste, enfin à Melbourne en 2002. Il y avait déjà les premières tentatives de simulation, de simulateurs, d'exploitation de données, de TADA, de télémétrie. Alors oui, mais il n'y avait pas un simulateur à proprement dit. Ce qu'on avait mis en place à l'époque chez Toyota, c'était déjà une interaction entre les gens qui restaient à l'usine mais qui travaillaient sur l'exploitation de toutes les données que l'on pouvait produire. Et on avait une salle que André de Cortance à l'époque avait baptisée la Race Room. Et c'était une salle comme un petit amphithéâtre avec des écrans. Et déjà, qui recevait la télémétrie. toute la télémétrie et des ingénieurs qui travaillaient. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Voilà. Ou très peu. Très peu. Donc, mais il y avait les premières visioconférences qui fonctionnaient très bien d'ailleurs. Donc, on essayait tout le temps d'être à l'avant-garde de tous les moyens qu'on avait à disposition pour pouvoir justement rendre plus fluides les week-ends de course et pouvoir mettre toutes les énergies et les faire converger dans le même sens pour avoir les informations qui nous permettaient de prendre des décisions et qui nous aidaient à la gestion d'un week-end de course. Ouais, et ça, c'est devenu aussi un standard en Formule 1 aujourd'hui. Vous avez bien compris que l'année d'essai, c'est terminé et on arrive très vite à la piste en 2002. En piste, premier Grand Prix en Australie lors de la saison 2002, remporté par Michael Schumacher sur le circuit d'Albert Park. Toyota a réussi à inscrire son premier point, tu le disais en préambule, lors de cette première course en Australie. C'était une belle entrée en matière à l'époque. Ça a été un moment très très fort. Pourquoi? Parce qu'on arrivait d'une période très très longue de préparation où, je ne vous cache pas, on est arrivé à Melbourne, tous, toute l'équipe, contents, vraiment plein d'énergie, gonflé à bloc. Et c'est paradoxal. Et en même temps, je ne vais pas dire épuisé, mais voilà, il y avait eu énormément de travail de fourni. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Quelques jours avant le Grand Prix, avant d'être sur place à Albert Park, on avait Mika Salo qui avait eu un petit souci, un genre de décollement de la plèvre. Donc on arrive petit souci, ouais. Moi j'arrive pour aller en Australie, on faisait escale à Singapour.
Donc je sors de l'avion, j'allume mon téléphone portable et le temps d'allumer, j'avais plusieurs messages et Ove Anderson, rappelle-moi, c'est urgent. Donc je le rappelle, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben là, pendant que j'étais dans le vol, il me dit, il y a Mika qui est passé par la Finlande et il a un petit souci. Donc là, on commençait déjà, on était dans le bain de la F1. Et puis, ça a été moins grave que le premier diagnostic. Et il a passé tous les examens médicaux qui ont fait qu'il s'est retrouvé au départ du Grand Prix sans aucun souci. Mais déjà, ça avait été mouvementé avant le départ. Puis, on a eu un Grand Prix où il y avait eu un sérieux carambolage dans le premier virage. Il y avait eu un arrêt de course tout de suite, un drapeau rouge. Et puis, on avait fini ce Grand Prix, alors forcément content, euphorique, parce que c'était un point dès le premier Grand Prix. Et je rappelle qu'à Sixième. l'époque, voilà, c'était jusqu'au sixième. Et je me rappelle d'un mot qu'avait envoyé Frank Williams à l'époque à Ove Anderson, un mot de félicitation en lui disant, donc en anglais, félicitations pour ce premier Grand Prix. Un point, avec un point d'exclamation, et à côté, il avait écrit God, please help us. Mais j'avais trouvé ça d'une classe Oui, incroyable parce que pour nous, Frank Williams, Ouais, mais ouais, ouais. je veux dire, c'était, voilà, d'en parler, j'ai la chair de poule. C'est plus que des personnages, c'est des légendes de la F1. Et qu'il ait écrit quelque chose tout à fait spontané, c'était pas du tout politiquement correct ou vraiment c'était spontané. Et d'ailleurs, on avait eu quelques arrêts au stand où nos mécanos s'étaient surpassés vraiment. Et on était arrivé vraiment dans nos petits souliers, hein. On était reparti très contents. Et il y avait eu un point au Brésil après. Donc ça avait été... alors, on peut attribuer ça aussi à la chance du débutant, hein. Guillaume, une question peut-être. Oui, bah après la Toyota, elle va moins évoluer lors des prochaines courses, jusqu'à un rebond quelques années après. C'est quoi votre plus beau souvenir et votre pire souvenir de ces années-là en piste? Alors, mon plus beau souvenir, je veux dire, on a eu quelques courses où ça s'est... Je veux dire, il y a eu un Grand Prix en Espagne avec Olivier Panis, où vraiment on aurait pu, au terme d'une course combattue, terminer quatrième. Il y a eu une course où on avait eu des soucis de pression d'essence en Malaisie. On avait eu la même chose en Espagne. Donc c'est des choses inhérentes. Les planètes ne se sont Voilà. pas alignées. Les planètes C'est important, hein. voilà, ne se sont pas alignées. Il y a eu cette course à Silverstone avec D'Amata. Alors, toute proportion gardée, on n'aurait pas pu gagner, mais je pense qu'on pouvait Il faire un reste bon 20 top tours 4. 20 Voilà. tours en tête. Il est resté 20 tours en tête. Il y a plein de choses. Après, il y avait eu il y a, pour moi, ça a été sincèrement que des bons souvenirs parce qu'on a engrangé tellement d'expérience. Alors après, moi, j'ai pas fait partie de cette première partie, je vais dire, de Toyota en F1, puisqu'à partir de 2005, je n'y étais plus. Mais sincèrement, il n'y a pas un Grand Prix à marquer d'une pierre noire en disant, voilà, là vraiment, il y a tout, ça a été une catastrophe absolue. Il y a eu un Grand Prix où on a été quand même secoué, c'était le Japon avec l'accident d'Alan McNish dans le fameux virage 130R. Et qui, heureusement, s'est bien terminé. Miraculeusement. Voilà, miraculeusement terminé. Donc, ça a été sincèrement une période positive. Il fallait passer par, de toute façon, cette période-là. Alors, je peux le vivre, moi, personnellement, surtout, ça n'engage que moi, comme une frustration parce que j'aurais aimé être dans la période d'après, la période où on commence à récolter le fruit de C'est 5 années finalement. voilà, de son travail. Mais ça fait pas, encore une fois, ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu, mais surtout heureux d'avoir été un des artisans de la construction de ce projet incroyable de l'époque. Qu'est-ce on peut tirer finalement maintenant avec le recul de ces années Toyota? C'est vrai qu'il y a manqué, il y avait les moyens, il y avait le talent, il y avait les pilotes,
On n'a pas parlé de Trulli aussi, qui a rejoint l'écurie un peu plus tard, qui lui aussi a fait des podiums, notamment au Grand Prix de France. On sait que Toyota, très rapidement, dès 2009, a compris l'importance du double diffuseur, au même titre que pour le Grand Prix, mais Braun a explosé et Toyota a eu un peu plus de mal. Euh, voilà. Et puis on a vu aussi qu'il y avait des décisions un peu bizarres. Je me souviens à l'époque, vous étiez équipé en Michelin, ce qui était une des forces de Alors Toyota. après, moi, à cette époque-là de Trulli, je n'y étais plus. Donc Ouais, et certaines après, le décisions, choix a été de passer chez Bridgestone, mais on a l'impression que les choix étaient faits plus d'un point de vue marketing et moins d'un point de vue sportif. C'est en tout cas ce qu'on peut lire entre les lignes lorsque je vois la déclaration de Mike Gascoigne qui vous a succédé ensuite. c'était probablement pas la meilleure chose qu'ait fait Toyota, mais Ben voilà. Et, ça et, s'est dit. et- Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, l'histoire nous a donné raison, hein. Et vous pouvez euh, nous en dire plus sur les circonstances de votre départ à cette époque-là? À mon départ, je peux vous le raconter aujourd'hui, il y a prescription. J'ai eu une vraie divergence avec le président de l'époque qui avait remplacé Ove Ove Anderson. qui était parti déjà. Voilà. Alors, Ove était resté à un titre honorifique, puisque c'était quand même l'artisan mais il avait été remplacé par un président, John Howett. Donc, c'est un secret pour personne. On a eu une vraie divergence sur le limogeage de Cristiano D'Amata. Et donc, on est après Hockenheim. Hockenheim qui avait été la première course de la nouvelle voiture de Mike Gascoigne. Ça s'était pas bien passé. On avait eu aussi un souci de suspension. Et après Hockenheim, il y avait la fameuse trêve de 3 semaines avant Budapest. Et juste avant d'arriver à Budapest, John Howett était venu me voir en me demandant de limoger Cristiano D'Amata. Donc Et c'était. on n'était pas sur la même longueur d'onde, parce que pour moi, ce n'était pas du tout justifié. Ce qui a provoqué une discussion assez animée entre tous les deux. Et pendant la discussion, j'aurais jamais pu accepter un truc comme ça. Donc après, avec son statut de président, forcément, il est passé au-dessus de moi et il a quand même porté cette décision jusqu'au bout. Et je lui ai fait savoir une deuxième fois mon désaccord, sachant très bien pendant que je le lui disais, la façon dont je le lui disais, que c'était certainement mes dernières heures chez Toyota, mais j'ai aucun regret sur ça parce que je n'en étais pas convaincu et que c'était totalement immérité pour Et pourquoi il Cristiano. voulait changer à ce moment-là? C'est toujours pareil. À un moment donné, d'ailleurs, juste avant Budapest, il y avait eu ce qu'ils appellent en anglais, j'aime bien ce mot, reshuffle, parce que ça donne l'impression d'un fouillis. Donc, il fallait que mon limogeage ait un sens. Donc, ils avaient limogé le patron du bureau d'études, Norbert Krayer, l'ingénieur d'Olivier Panis, Humphrey Corbett, et il y avait eu aussi René Hilrost qui était à la soufflerie. Donc, ils avaient fait un petit groupe là pour que ça ait plus de sens. Hmm. Et bon, je peux vous dire aussi que le même John Howett, quelques heures après sa décision et cette altercation verbale qu'on avait eue, m'avait envoyé un email interne en me disant: ouais, je comprends ta réaction, je comprends ce que tu me dis, mais tu comprends, voilà, je ne vais pas vous donner la teneur exacte, mais c'était trop tard. De toute façon, on avait annoncé à Cristiano D'Amata qui venait d'arriver au Brésil pour ses vacances de la trêve de 15 jours, qui ne remonterait pas dans la voiture, quoi. Ce qui était pour moi totalement inacceptable, vu le boulot qu'avait fait Cristiano. Et moi, je pars d'un principe que quand justement, on gagne ensemble, on perd ensemble. On avait été à Hockenheim, c'était pas notre meilleure course. Il y avait 3 semaines, on se serre les coudes, on arrive à Budapest et on se remonte les manches et ensemble, on essaye d'avancer. Donc, des fois, il y a des gens qui pensent qu'en prenant des raccourcis, ça fait diversion, mais ça faisait pas diversion du tout parce que personne n'était dupe et ça a été vraiment très regrettable pour Cristiano. Et donc, je regrette pas à l'époque, j'aurais pu très bien être consensuel et
enfin, c'est pas dans ma nature. Euh, voilà, moi j'aime bien être juste. Je veux pas être le Robin des Bois. Je voulais pas être le Robin des Bois de la Formule 1, mais je voulais pas non plus me plier à des décisions qui, pour moi, ni sur le papier, ni en conditions réelles, avaient un sens. Et je sais que Ove Anderson aurait jamais pris une décision pareille. Donc, c'est Et, dit. et au-delà, l'aventure Toyota va s'arrêter en 2009 par l'annonce de son entrée en Formule 1 sans avoir remporté de Grand Prix. Suite à la crise économique mondiale qui a sévi dans l'industrie automobile, il n'aura donc jamais remporté de Grand Prix après 139 tentatives, et ça s'est pas vraiment amélioré après votre départ, bien au contraire. Mon cher Ange, pour conclure cette émission, on essaie de comprendre les raisons de, entre guillemets, cet échec. Ange, après le recul, quelles sont les raisons je ne sais pas si on peut appeler ça un échec, mais est-ce que c'est pas finalement ce que tu soulignais en préambule, à savoir la culture propre à Toyota et la culture japonaise en général, qui était plutôt un point fort au départ de la création de cette entreprise et cette aventure F1, finalement a freiné son développement, comme a pu le connaître en son temps Honda, on en a parlé ici avec Éric Bouillet lorsqu'il était chez McLaren, les difficultés à développer ce moteur hybride que Alonso a tant décrié en son temps. Alors, je pense que, bon, déjà, je ne verrai pas la période F1, je dirais, de Toyota comme soldée par un échec parce qu'il n'y a pas eu de victoire. Alors, je verrais ça plutôt comme un non-aboutissement du projet qui, in fine, forcément, fait de la compétition pour gagner. Donc, une victoire ou plusieurs victoires auraient été un premier aboutissement. Et ensuite, l'aboutissement ultime, c'est un titre mondial. Je ne pense pas que ce soit un problème de culture ou de localisation ou délocalisation. Je veux dire, la maison mère est au Japon, mais il y a des ponts, qu'ils soient aériens ou avec les nouvelles technologies. Et je veux dire, à aucun moment, le fait de la culture japonaise, au contraire, ait pu freiner le développement. Et il y a toujours eu une synergie totalement fluide entre le Japon et l'Europe. Donc, sincèrement, ensuite, c'est vrai que c'est une équipe qui a énormément grandi. Souvent, lorsque on grandit vite, l'ennemi de toute entreprise, je dirais, c'est l'inertie à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est bien connu. Il vaut mieux avoir 3 personnes que 6 pour le même boulot, parce que forcément, vous créez de l'inertie. Ceci dit, ce n'est pas forcément ça qui a pu se produire chez Toyota, mais c'est vrai que c'était à une époque où il fallait aller très vite, parce que n'oublions pas aussi que Toyota est entré en compétition contre des teams qui avaient pignon sur rue depuis 30 ans, donc qui avaient écumé déjà pas mal d'erreurs et qui connaissaient. Et la preuve, c'est que c'est ni le nombre on ne peut pas acheter l'expérience. Forcément, à un moment donné, oui, ça s'est développé peut-être un peu moins rapidement que prévu. Peut-être que l'entreprise aussi, l'entité F1 a trop grandi, trop vite, et que ça a créé peut-être un petit peu d'inertie. Après, c'est vrai aussi qu'il y a eu toute la partie essai qui a diminué, puisqu'il n'y avait plus les mêmes possibilités. D'essai privé, oui. Voilà, d'essai privé qui a diminué. Mais je ne verrais pas ça comme un échec. Je verrais ça plutôt comme un projet qui n'a pas pu aller au moins jusqu'au bout de sa première grande phase, qui était celle de pouvoir gagner une première fois en Il faut F1. rappeler qu'en 2009, qui est tout un symbole à l'époque, Honda choisit aussi de s'arrêter, mais choisit de ne pas arrêter l'aventure en revendant son écurie. Ça n'a pas été le cas de Toyota, puisque la structure continue aujourd'hui de vivre Continue, bien sûr. et continue d'être en tout cas, la soufflerie de référence aujourd'hui, Bien utilisée sûr. par de nombreuses écuries. Sans compter les succès de Toyota en endurance depuis quelques années. Après, il faut se rappeler aussi que 2008, il y a une crise financière mondiale. Terrible.
Ouais. terribles qui affectent tout le monde. Et que quand on est une grande entreprise comme Toyota, et je pense que ça a été la même chose pour les autres, ça fait réfléchir aussi. Et à un moment donné, il faut recentrer aussi ses objectifs. Et donc, ça a été certainement à l'époque, moi je n'y étais plus, mais ça a été probablement une décision stratégique. Mais encore une fois, comme je le disais en début d'émission, la compétition est dans l'ADN de Toyota. Et depuis, il y a eu beaucoup de projets qui ont vu le jour. Et n'oublions pas aussi les titres en WRC. Donc, Toyota est revenu au sommet en WRC et au sommet en endurance. Donc, Est-ce qu'elle va revenir en F1 selon vous? alors là, sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais si Toyota décidait dans le futur, pourquoi pas? Enfin, je serais pas surpris. J'ai pas d'écho. Je suis pas dans le secret des dieux. J'ai pas d'écho de ce côté-là, mais Ça revient fréquemment dans les rumeurs. C'est plus compliqué aujourd'hui de rentrer, mais il faut mettre voilà, c'est racheter une peut-être écurie voilà, c'est peut-être un petit peu plus Mm. compliqué. Alors après, Toyota a couru pendant longtemps après la victoire aux 24 heures du Mans. Je veux dire, c'est une référence aux 24 heures. Il y a des titres mondiaux. Je ne serais pas surpris. Et si c'était le cas dans le futur, ça serait une super nouvelle pour rendez-vous la est F1. pris. Ange, aujourd'hui, vous êtes revenu à vos premiers amours, non pas le rallye, mais plutôt l'endurance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de Quadrasport? Vous nous en aviez parlé en préambule tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on est présent avec mon entité Quadrasports. On est présent en endurance en tant que fournisseur officiel des prévisions et de ce qu'on appelle le Weather Service pour LMEM, Le Mans Endurance Management, donc qui produit le championnat FIA WEC. Donc nous sommes présents sur toutes les courses avec du matériel de prévision météorologique. Donc on en revient à ça, hein, cette valeur Voilà. ajoutée que On- vous aviez pointée du doigt on- déjà du temps de On Toyota. a un radar sur place, des stations météo, des experts météo sur place. Donc j'ai un staff avec moi, une équipe qu'on a mis en place et on est au fait de tout ce qui se passe au niveau météo. D'ailleurs, cette semaine, c'est la grande semaine de Du Mans. l'année pour le WEC, puisque c'est le Mans qui est l'épreuve par excellence. Il ne faut pas oublier que le Mans, c'est 4 manches du WEC, 4 manches de 6 heures. Donc, c'est vraiment le rendez-vous qui a commencé déjà depuis hier, puisqu'il y avait les essais préliminaires, et que ça va être une grosse semaine. Le WEC connaît un engouement sans Phénoménal. précédent, phénoménal, 14 constructeurs. Je veux dire, ça produit des courses sublimes. C'est des courses sprint. Alors, c'est marrant parce que Course c'est d'endurance, mais au format endurance, sprint. Ouais. format sprint, puisque ça finit presque au photo finish. Il y a eu des courses cette année déjà magnifiques. Il y a eu une course magnifique au Qatar, à Imola. Imola, c'est incroyable. hein. À Imola, c'est incroyable. La bataille Porsche, Toyota-Porsche, incroyable. voilà, dans les derniers tours. Donc, c'est Le retour de vraiment Ferrari également. le retour de Ferrari, la victoire D'Alpine aussi. incroyable. D'Alpine, Alpine n'oublie qui a pas. eu énormément de succès en endurance, à l'époque en LMP2, donc ils ont été champions du monde. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un championnat qui attire beaucoup d'attention. On était à Spa, 88 000 spectateurs. C'est des chiffres hallucinants, 75 000 à Imola. Hmm. Là, on entend parler sur la semaine 400 000, on attend 400 000 spectateurs Moment. au Mans. Donc, alors, l'endurance a toujours fasciné. Moi, je sais que même quand j'étais beaucoup plus jeune, les 24 heures du Mans, on ne pouvait pas échapper à ça. Alors, c'était une des courses qu'on arrivait à voir à la télé, puisque le rallye n'était pas beaucoup diffusé C'est vrai. à l'époque. Et je me rappelle cette image, ce qui m'avait marqué quand j'étais vraiment tout petit, c'était l'Arche Dunlop. Bien sûr. Et c'est la première chose quand je suis arrivé en 96, que je suis arrivé au Mans en tant qu'observateur pour Toyota, puisque je venais d'être En repérage. recruté chez Toyota. Et donc, je suis arrivé en repérage au Mans. Et c'est là, tout simplement, c'est la première chose que j'ai faite. Je suis allé me rendre compte sur En place vrai. à quoi ça ressemblait en vrai, parce que ça paraissait incroyable, quoi. Et
les 24 heures du Mans, c'est atypique. Je dis tout le temps, c'est tellement atypique qu'il faut vraiment être dans l'enceinte du circuit pendant la semaine pour comprendre ce qui se passe. La télé, c'est très très bien retranscrit, mais je pense que pour comprendre l'engouement c'est un sanctuaire. C'est vraiment, voilà, c'est comme en F1 quand on va à Monza, il se passe quelque chose quoi, dans le paddock. On ne sait pas expliquer quoi ou Spa. Alors Monaco, n'en parlons pas, c'est encore beaucoup plus atypique. Mais Le Mans, pour moi, c'est la course, la plus grande course au monde. Merci infiniment, Ange Pasquali, d'avoir fait le chemin jusqu'à Paris, avant de me remettre Merci le à cap vous. sur Le Mans. C'était un plaisir de On souhaite plein de partager bonnes choses, ces moments avec vous avec et vous, d'échanger avec de vrais passionnés de sport automobile. Et on regardera avec intérêt cette édition des 24 heures du Mans. En plus, il n'y a pas de Grand Prix, donc on va en profiter doublement. C'est la fin d'On refait la fin. Merci de l'avoir suivi. Merci Guillaume, merci Laurent de nous avoir accompagnés pour plaisir. cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief complet du Grand Prix de Barcelone. On refait la fin. Vous le savez, c'est tous les lundis, sauf aujourd'hui, tous les lundis après chaque Grand Prix. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. N'oubliez pas également qu'On refait la F1 est également disponible en format podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de bons podcasts audio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut.